Bienvenue à tous, voici les titres de l'actualité. La justice condamne 6 ouvriers de l'usine Continental de 3 à 5 mois de prison avec sursis. Ils avaient partiellement saccagé une sous-préfecture, ils dénoncent un matraquage de l'État. La gauche critique également le jugement. Primaire, secondaire, c'était aujourd'hui la rentrée des professeurs. Notre enquête ce soir sur le casse-tête des portables au collège, théoriquement interdit, mais omniprésent en classe. L'effondrement du crédit à la consommation. Avec la crise, les Français reportent leurs achats. Le volume a baissé de 15 à 20% en un an. Une exception, l'automobile. Le gouvernement va prolonger la prime à la casse jusqu'à 2011. Le coup d'envoi en Italie d'une opération massive de régularisation des clandestins. Elle vise les employés à domicile sans papier. 750 000 personnes seraient concernées. Enfin, l'histoire d'une guérison extraordinaire. Brutalement paralysé par une maladie rare, prisonnier de son corps, un homme raconte dans un livre son calvaire et sa résurrection miraculeuse. Une ode à la vie à découvrir à la fin de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord donc ce jugement à Compiègne dans l'Oise. Jugement très attendu parce qu'il pose la question des modes d'action dans les conflits sociaux. La fin justifie-t-elle toujours les moyens? 7 ouvriers de l'usine Continentale étaient jugés pour avoir mis à sac une partie de la sous-préfecture. Le tribunal a condamné 6 d'entre eux à des peines de 3 à 5 mois de prison avec sursis. Yves Ginca. Les Contis condamnés alors qu'ils espéraient la relaxe. On veut faire fermer la gueule à la classe ouvrière et voilà. Et on a été un symbole au niveau des luttes, au niveau de la détermination et au niveau des acquis dans ces mêmes luttes. Et le gouvernement veut montrer à toute cette classe ouvrière qu'ils sont prêts à faire traîner dans la boue tous ceux qui oseront recommencer, quoi. Poursuivis pour destruction de biens en Réunion, 6 prévenus sur 7 écopent de 3 à 5 mois de prison avec sursis. Le 21 avril dernier, ces ouvriers avaient participé au saccage de la sous-préfecture de Compiègne. 200 manifestants à l'extérieur. À l'intérieur, plusieurs bureaux détruits. Des dégâts estimés à 50 000 €. Ils protestaient contre la validation du plan social par la justice. 1120 licenciements avant la fermeture de l'usine. Pendant 5 semaines, on a été calme, on voulait rien casser. Mais le Rennes, ils l'ont libéré d'un seul coup, quoi. Et ça me semble humain, quoi. 1 mois et demi après, les Contis obtenaient une prime exceptionnelle de 50 000 €. Mais à la mi-juillet, 7 d'entre eux sont convoqués au tribunal. Ils risquent 5 ans de prison. Le procureur requiert de courtes peines avec sursis. À l'époque, certains sont soulagés. Aujourd'hui, c'est l'amertume. Nous, on est condamnés, et les dirigeants de Continental qui vont mettre entre 5 et 10 000 familles dans la misère, ils n'y sont pas, eux, dans les tribunaux. C'est dégueulasse, c'est franchement dégueulasse. Ce matin, les leaders de la gauche radicale sont venus soutenir les Contis. La justice n'en a pas fini avec eux. Le 4 novembre, le tribunal fixera le montant des dommages et intérêts à payer. Oui, à gauche et dans les rangs syndicaux, les critiques sont unanimes contre ce jugement. Le Parti socialiste parle, je cite, de condamnation injuste face à des voleurs en col blanc. Alors y a-t-il des précédents? La justice est-elle généralement clémente ou sévère face au dérapage des mouvements sociaux? Réponse avec Valérie Lerouge. L'image est dans toutes les mémoires. 1994, les marins-pêcheurs manifestent à Rennes et le Parlement de Bretagne s'enflamme. Plus de 50 millions d'euros de dégâts. Mais l'enquête ne parvient pas à identifier de coupables et aboutit à un non-lieu. Même quand il y a des arrestations, les tribunaux sont souvent indulgents. En 1997, les éleveurs de porc saccagent la mairie de Brest. Aucune poursuite n'est engagée. 2 ans plus tard, c'est le bureau de Dominique Voynet, alors ministre de l'Environnement, qui est mis à sac. Relax presque général, excepté une amende de 1 500 €. Mais depuis quelques mois, les juges se montrent moins compréhensifs à l'égard des casseurs. Il y a tout un contexte. Cela fait de longs mois que dans notre pays, ces violences se développent. Et que le risque est grand de voir ces violences prendre encore plus d'ampleur. En 2003 déjà, le ton était monté d'un cran. Un ancien salarié de Daewoo est directement incarcéré après l'incendie de son usine en faillite, puis il écope de 2 ans de prison avec sursis. 2006, les viticulteurs de l'Hérault s'en prennent à des véhicules de gendarmerie. Des actes qualifiés d'inacceptables par le gouvernement et 4 producteurs écopent de prison avec sursis, comme les Contis aujourd'hui.
La fin des vacances à la veille de la rentrée des collégiens et des lycéens. Ce sont les professeurs qui ont retrouvé le chemin de la classe. Image ici d'Albi, dans le Tarn. Une nouveauté cette année en Seine-Saint-Denis. Le département qui concentre un bon nombre de collèges réputés sensibles a décidé d'offrir une prime aux enseignants qui acceptent de rester en poste. 2 000 € par an pendant 3 ans. Reportage Mallory Aounou, Marie Cros. La rentrée des profs ressemble à celle des élèves. Voilà la preuve. Personne ne veut se mettre au premier rang. Il y a même l'appel. Première affectation pour Thomas. Tout droit venu de l'Aveyron avec ses cartons, il fait sa rentrée dans ce collège de Saint-Denis, en zone difficile. Pas une surprise, un enseignant sur 5 débute dans l'académie de Créteil. Il y a beaucoup de jeunes, oui. Ou, je dirais même essentiellement pour des raisons administratives. Les plus anciens qui bénéficient de points, comme on dit, ne sont pas ceux qui demanderaient à venir ici. Surtout, ils ne demandent pas à rester. Mais cela pourrait changer. Cette année, le rectorat a repéré 19 établissements sensibles et prévu une prime pour les professeurs qui s'engagent à y enseigner 3 ans en s'installant dans le département. Thomas a fait ce choix. Quitte à être donc dans la région parisienne, autant choisir des établissements qui sont eux labellisés, on va dire, parmi ces 19, tout en sachant, à mon avis, qu'ils ne seront pas plus difficiles que d'autres. 2 000 € versés lors de 3 rentrées successives, non négligeables. Pour cet appartement de 25 mètres carrés, Thomas doit débourser 600 €, la moitié de son salaire. Surtout en choisissant une affectation peu demandée, il se retrouve titulaire de son poste, prêt à s'investir dans un seul établissement. On vient ici pour faire nos classes, c'est-à-dire pour apprendre aussi le métier, et que je pense que si on a réussi à s'en sortir, à construire quelque chose ici, on est capable d'enseigner partout. Et puis ses collègues lui ont promis un public très attachant, 400 élèves qui dès demain envahiront les classes de la Courtille. Et en Seine-Saint-Denis comme ailleurs, les professeurs vont devoir faire face à un casse-tête, celui des portables au collège. Alors c'est le cas depuis 3 ou 4 ans, mais la pratique s'étend encore. Les enfants et les adolescents sont souvent vissés à leur téléphone. Ils s'envoient des SMS parfois même en classe. Le portable est pourtant officiellement interdit et d'ailleurs souvent confisqué. Reportage Marie-Pierre Cassignard, Marie Cazot. Dans 2 jours, le retour au lycée pour Vincent et sa bande. Pour eux, impossible d'imaginer la rentrée sans portable. Même si c'est interdit en cours, ils ont déjà leur truc. Quand on arrive en cours, on met en mode vibreur, comme vous pouvez voir là. Et après, pour parler avec nos amis, tchatcher, BBM, MSN et texto, on met derrière notre trousse, on met entre nos jambes. On est plus sur notre portable, mais on suit quand même les cours. On est entre deux... On a 2 oreilles distinctes. Il y a une oreille qui écoute et une oreille qui sent la sensation du portable. Et on écoute. Donc de toute façon, on est tentés. Une seule oreille disponible en classe, de quoi faire bondir les professeurs. Problème, aucune loi n'interdit les portables dans les établissements scolaires. Souvent, comme dans ce lycée parisien, c'est le règlement intérieur qui fixe les limites. Les téléphones doivent être débranchés en salle et rangés dans les cartables. Il s'agit d'un instrument qui ne permet pas de faire cours et qui ne leur permet pas d'apprendre quoi que ce soit. Et ça, c'est important de leur expliquer. De pas forcément interdire, mais surtout d'expliquer pourquoi. Parce qu'on n'est pas assez concentré, on n'est pas disponible si on attend un coup de fil. Et pour faire appliquer le règlement ici, on n'hésite pas à brandir la menace. L'usage en est interdit. Donc, lorsque il y a usage, il y a règlement intérieur non respecté. Donc, à ce titre, le portable peut être confisqué. La confiscation, seule arme à la disposition des professeurs, mais elle déroge à la loi. Aujourd'hui, presque tous les adolescents disposent d'un portable dès l'entrée en 6e. On le disait dès hier, la lutte contre l'insécurité est l'un des grands thèmes de cette rentrée. Nouvelle réunion aujourd'hui, cette fois à l'Elysée. Les derniers résultats ne sont pas bons. Depuis le mois de mai, la délinquance repart à la hausse et c'est particulièrement le cas pour les cambriolages. 2 chiffres à retenir. On en compte 160 000 de cambriolages par an pour les résidences principales et la hausse est de 12% en un an. Petite précision aussi, dans 7 cas sur 8, le coupable n'est jamais retrouvé. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Fanny Stenler, Claire-Marie Denis. Ces gendarmes viennent d'être appelés pour un cambriolage. C'est une jeune femme qui a retrouvé sa porte fracturée en rentrant du travail.
Quand je suis arrivée chez moi, j'ai regardé. Quand je suis allée dans la salle de bain, j'ai vu qu'il y avait des choses par terre. Rien n'a été volé, mais il y a forcément quelqu'un qui est venu. Et hormis vous, il y a une femme de ménage qui vient régulièrement? Non. Touche à rien et stop. Premier réflexe, faire attention de ne pas effacer les traces qu'aurait pu laisser le malfaiteur. Car désormais, même sur un cambriolage, les enquêteurs appliquent les techniques de la police scientifique. Ce gendarme a été formé pour cela. Photos et relevé d'empreintes digitales. On voit qu'il y a des empreintes, mais on ne distingue pas les traits vraiment des empreintes digitales. Donc elles sont pas, ça sert à rien de les prélever, elles sont vraiment pas exploitables. Le cambrioleur portait probablement des gants. Les traces sur le miroir, c'est normal? Oui, c'est normal, ouais. Même si rien d'important n'a été volé, la victime est un peu secouée par le cambriolage. Parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on a regardé chez vous, qu'est-ce qu'on vous a volé ou pu avoir volé. On est venu chez vous, on a volé votre intimité, quoi. On sait ce qu'il y a chez vous. Bon courage. Merci. Les enquêteurs repartent avec de maigres indices. C'est le cas dans la plupart des cambriolages. Le taux d'élucidation est faible, 13% en moyenne, malgré les progrès de la police scientifique. En région Rhône-Alpes, 17 931 cambriolages ont été commis l'an dernier. Un chiffre en forte hausse. En matière de cambriolage, on rencontre à peu près tous les cas de figure. Il y a depuis le cambrioleur chevronné, multirécidiviste de 40 ou 50 ans qui a fait ça toute sa vie et qui alterne les périodes de séjour en prison et les périodes où il est à l'extérieur, jusqu'aux équipes actuellement qui traînent sur le territoire national, où on a des réseaux très structurés avec de jeunes enfants qui sont essentiellement les équipes qui volent, et puis derrière des filières qui recèlent et qui écoulent. Voici l'une de ces équipes. Une vingtaine de Croates qui ont écumé Montpellier et sa région pendant plusieurs mois. Ils ont pillé plus de 400 habitations avant de se faire arrêter. Ces bandes procèdent par vagues, dans une même zone, avec la même méthode. C'est en établissant leur profil que les gendarmes parviennent à les pister. À chaque point correspond un cambriolage. Donc vous voyez que certaines zones sont plus particulièrement impactées. On arrive en fait à dire, bon bah sur telle zone, on va mettre en place tel jour, entre telle heure et telle heure, puisque c'est là où le plus de méfaits a été commis, un dispositif de bouclage et de surveillance particulière. Les cambrioleurs solitaires ont eux aussi leur signature. C'est comme cela que celui-ci a été arrêté. Un multirécidiviste, condamné à de la prison ferme à 9 reprises. Il est en garde à vue, soupçonné d'au moins une vingtaine de cambriolages ces derniers mois. Il s'introduisait dans les maisons en quelques secondes. En moyenne, un cambriolage ne dure pas plus de 2 à 3 minutes. En bref, Laurent Romeshko vous en parlait tout à l'heure. Attention aux orages. 5 départements sont placés en vigilance orange ce soir. La Loire, l'Ain, la Côte d'Or, le Rhône et la Saône-et-Loire. Météo France vous recommande, si vous habitez ces départements, de limiter les déplacements. On craint notamment la grêle. Aux États-Unis, c'est la sécheresse et le vent qui attisent toujours les incendies en Californie. Le feu n'est toujours pas maîtrisé. Les pompiers indiquent qu'il faudrait au moins 15 jours pour éteindre les flammes. Claude Sampère. Pour le moment, les pompiers sont toujours impuissants face aux murs de flammes. Depuis 7 jours et 7 nuits, le feu s'étend. Dans certaines zones, à cause du vent et de la sécheresse, il a même progressé très rapidement. Selon un dernier bilan, près de 50 000 hectares de forêt ont été détruits. Près de 4 000 hommes combattent les flammes, mais selon les autorités, près de 12 000 maisons sont toujours menacées. Ces incendies ravagent actuellement la forêt nationale d'Angeles à une trentaine de kilomètres au nord de Los Angeles. Plusieurs milliers de personnes possèdent des résidences dans cette zone. Elles ont été obligées d'évacuer. Mais la tâche de la police n'est pas facile. Les évacuations prennent du temps et parfois les habitants hésitent à quitter leur maison. Ma mère a 80 ans, elle est malade. Nous préférons rester pour le moment. Bien sûr, si des maisons commencent à brûler dans notre quartier, on partira. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Les pompiers attendent maintenant de meilleures conditions météorologiques. Un temps plus frais aujourd'hui pourrait leur apporter un petit répit. Mais selon les autorités, il faudra encore au moins une semaine pour arriver à contrôler la situation. Nos envoyés spéciaux Maris Burgo et Aaron Diamond viennent d'arriver sur place. Ils ont vécu ces dernières heures aux côtés des Californiens directement menacés par les flammes. Voici leur reportage. Une fumée dense, un air difficilement respirable dans ce quartier encaissé au nord de Los Angeles. Ces pompiers n'ont pas réussi à convaincre les habitants de cette maison d'évacuer.
Avec pelle et pioche, ils pensent encore pouvoir lutter contre le feu. Vous pensez vraiment que vous pouvez encore sauver votre maison? Ah oui, pas de problème, dit cet homme assez inconscient. Parce qu'à quelques mètres de lui, les pompiers, eux, sont très inquiets. Il nous faut du renfort tout de suite, dit celui-ci, pour s'occuper de cette maison. Plus loin, dans un décor stupéfiant de maisons totalement dévastées, les chaînes de télévision américaines enchaînent les directs. Quand les gens vont revenir ici, ils vont découvrir cette catastrophe. On ne s'habitue jamais à ça. Dans les rues, quelques habitants hagards, bien décidés à protéger leurs biens. Il n'y a pas de police ici, alors nous on reste pour surveiller le quartier. Cette nuit, à quelques mètres des villas avec piscine, le feu menace. Mais parce que le vent se calme toujours dans la soirée, ces pompiers ne sont pas trop inquiets. On va en fait laisser exprès ces buissons brûlés. Et comme ça, cette maison ne sera plus menacée. À cet endroit, vous comprenez vraiment la puissance du feu. Ce soir, cet impressionnant front de feu est toujours loin d'être maîtrisé. Ces montagnes et cette forêt entourée d'habitations n'ont en fait pas connu de grand incendie depuis 40 ans. La végétation y est donc relativement haute et c'est aussi cela qui rend la tâche des pompiers très difficile. Et sachez qu'un peu plus au sud, le Mexique s'apprête à évacuer des milliers de familles à l'approche d'un ouragan, un ouragan de niveau 5, c'est-à-dire le maximum. Il est attendu cette nuit ici en Basse-Californie. Toujours à l'étranger, l'Italie a donné aujourd'hui le coup d'envoi d'une opération massive de régularisation des clandestins. Elle vise les employés à domicile. 750 000 personnes seraient concernées. Signe particulier, ce sont les employeurs qui doivent se manifester. Sur place à Rome, Philippe Visserias, Karine Guillaume. Ils ont un mois pour s'inscrire, mais dès le premier jour, ils sont là, anxieux. Dans les locaux de ce syndicat italien, ces immigrés clandestins sont venus chercher des informations. Tous veulent profiter de cette chance inespérée d'obtenir des papiers. Ça me permettra d'être plus tranquille. Au moins comme ça, j'aurai des cotisations sociales. Je me sentirai mieux, plus sereine. Mais cette campagne de régularisation ne concerne que les clandestins qui travaillent en tant qu'employés de maison ou aident à domicile pour les personnes âgées. Ce sont les familles italiennes qui devront faire la demande, comme Gaetano et Cristina. Avant, on n'osait pas se manifester, on avait peur des conséquences pour nous et pour lui. C'était du travail au noir quand même. L'inscription se fait uniquement par Internet, sur le site du ministère de l'Intérieur. Tous ceux qui pourront justifier d'au moins 3 mois de travail auprès d'un employeur obtiendront leur permis de séjour. On attend entre 500 et 800 000 demandes. Il s'agissait pour nous de prendre acte de cette réalité. Les familles ont besoin de ces femmes de ménage et de ces aides à domicile, et ces personnes étaient déjà là. Elles travaillaient déjà au noir en Italie. Une opération pilotée par le ministre de l'Intérieur, Roberto Maroni, pourtant membre de la Ligue du Nord, parti xénophobe et partisan d'une ligne dure face à l'immigration clandestine. Régularisation d'un côté, reconduite aux frontières de l'autre. Ce week-end, l'Italie a encore renvoyé en Libye un bateau de clandestins qui approchait de ses côtes. Une façon de montrer que le pays n'a pas du tout l'intention d'ouvrir à nouveau ses portes. En bref, encore à l'étranger, contrairement aux apparences, ces images ne viennent pas de Corée du Nord, mais justement de Libye. Le colonel Kadhafi célèbre en grande pompe ses 40 ans au pouvoir. Musique, illumination, danse, défilé militaire. De nombreux chefs d'État africains, arabes et d'Amérique latine ont fait le déplacement. Seule ombre au tableau, aucun dirigeant occidental de premier plan n'a répondu à l'invitation. La Pologne commémore, elle, les 70 ans de l'attaque de l'armée nazie qui a déclenché la Seconde Guerre mondiale, précisément donc en Pologne. Dans un discours poignant, Angela Merkel a rappelé que l'Allemagne avait ainsi provoqué le chapitre le plus tragique de l'histoire de l'Europe. Elle a rendu hommage aux 60 millions de personnes qui ont perdu la vie dans ce conflit. Présent également, Vladimir Poutine a voulu faire taire la polémique sur la réhabilitation en Russie du pacte germano-soviétique. Tous les pactes conclus avec les nazis entre 1934 et 1939 étaient moralement inacceptables, a-t-il indiqué. Retour en France avec la santé et la chronique désormais quotidienne de la grippe A. Un nouveau décès a été observé à La Réunion. Il s'agit d'un homme de 69 ans. 2 autres victimes ont été enregistrées en Nouvelle-Calédonie. Une femme âgée de 36 ans et un nourrisson
Tous présentaient des signes de pathologie sous-jacente. Sachez que tout à l'heure, Roselyne Bachelot a indiqué que la France avait consacré à ce jour 1,5 milliard d'euros à la lutte contre la pandémie. Et toujours à propos de santé, voici maintenant une histoire exceptionnelle, mais qui trouvera peut-être un écho chez beaucoup d'entre nous, car elle montre à quel point la force morale est indispensable pour venir à bout de la maladie, même les plus graves. Cette histoire, c'est celle de Claude Pinault. Il la raconte dans un livre. En quelques heures, il est devenu tétraplégique en raison d'un syndrome très rare. Et contrairement à toutes les prévisions médicales, il en est venu à bout. Reportage Laetitia Legendre, Sylvain Gauthier. La vie à bras-le-corps. Aujourd'hui, chaque mouvement compte pour Claude Pinault, car il revient de très loin. Il y a 4 ans, ce quinquagénaire se retrouve en quelques jours totalement paralysé, enfermé dans un corps disloqué. Son système immunitaire s'est retourné contre lui et dévore, peu à peu, ses nerfs. C'est dur, c'est des chiens qui bouffent les chairs à l'intérieur, les os qui se cassent. Et puis évidemment, on ne peut pas se bouger, on ne peut pas se tourner d'un côté, on subit quoi. Diagnostic, un syndrome de Guillain-Barré subaigu, une maladie qui peut être mortelle. Les médecins laissent peu d'espoir à sa famille, il risque de rester paralysé à vie. Quand le médecin m'a dit « mais vous n'avez pas compris madame, il pourrait y avoir 15 kinés dessus, quand il n'y a plus de jus, il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien à faire ». Et là j'avoue que mon sang s'est glacé, je me suis couverte de sueur, j'étais en colère et à la fois tout s'écroule. 4 mois de paralysie totale, seule la tête bouge. Il perd 25 kilos, mais garde toute sa lucidité. Sur les vidéos tournées par ses enfants, il s'acharne à vivre. J'en suis certain, j'ai ça en moi, c'est en train de pousser, j'ai les doigts qui poussent dans ma tête. Et un jour, son petit doigt se rebelle, progressivement son corps se réveille. Les médecins se l'expliquent difficilement, une renaissance qu'il détaille, non sans humour. J'y suis arrivé. C'est la plus belle érection de ma vie. C'est-à-dire ce petit doigt qui bouge là, qui revient à la vie. C'est extraordinaire. Et j'étais un exhibitionniste, je sonnais les infirmières en disant venez voir mon petit doigt qui bouge quoi. J'étais fou, j'en avais les larmes aux yeux. Ça refonctionne. C'est extraordinaire cette sensation. Alors je l'ai tellement utilisé, je l'ai tellement exhibé et montré qu'à la fin de la journée, le pauvre, il était fatigué et plus rien pendant une semaine. Cette année de calvaire, de combat, ce voyage au bout de l'enfer, comme il dit, Claude Pinault en a tiré un récit qu'il présente dans des rencontres littéraires, le syndrome du bocal. L'autodérision comme thérapie pour disséquer par exemple l'infantilisation à l'égard des malades. Mon regard. La première question de la chef infirmière, c'est de s'adresser à ma femme en disant et comment on fait avec le petit monsieur, il mange comment? Et je me suis tourné vers l'infirmière en disant vous avez un légume devant vous, mais la citrouille qui est au-dessus peut parler. Vous vous adressez s'il vous plaît à moi. Vous m'appelez Claude ou Monsieur Pinault s'il ne faut pas de familiarité, mais jamais le petit monsieur. Il paraît en forme aujourd'hui, mais ses souffrances sont bien réelles. Elle le réveille encore la nuit, mais le lutteur ne se plaint pas. J'écris un peu mal, mais grâce à vous, je me rééduque encore. Je dis quelquefois, j'ai un fauteuil roulant invisible. Évidemment, j'ai ma carte d'handicapé. Hein. J'ai 80% d'handicap théorique, mais dans ma tête, j'ai 100% de validité. C'est une leçon de vie. On a l'impression qu'on ne voit plus la vie de la même façon. Tiens, des macarons. Claude Pinault a rêvé sur son lit durant toute sa maladie, les moments précieux de la vie, une des clés pour s'en sortir. Je vais vous en voler une. Je peux? Je m'émerveille de tout. Une mirabelle, une petite huître, le sourire de ma femme. Je profite exagérément de la vie, quoi. Je suis une éponge à bonheur. Il est fan de jazz et de sport extrême. Et le voilà qui entend désormais communiquer sa rage de vivre et pourquoi pas un jour courir de nouveau. Regarde les belles fraises, les framboises. Et c'était là l'un des derniers reportages de notre collègue et ami Sylvain Gauthier, grand reporter à France 2, mort subitement dimanche dernier.
Il est 20h22, restez avec nous. À suivre, nous étions des cigales, nous devenons des fourmis. Le crédit à la consommation est en chute libre en France, moins 15 à 20% en un an. La fin du juge d'instruction se profile, c'est la proposition principale du rapport Léger, remis aujourd'hui et qui doit inspirer la réforme de la justice. Enfin, un non-voyant en terre inconnue, Gilbert Montagnier est l'invité ce soir de Frédéric Lopez. Ils seront avec nous en direct et ce sera la première émission en audio description. D'abord donc l'économie avec cette nouvelle statistique qui confirme l'effondrement du crédit à la consommation en France. Son volume a baissé pour le 10e mois consécutif. Nous préférons désormais reporter certains achats plutôt que nous endetter un peu plus. Jean-Paul Chapelle, Vincent Bouffartigue. Des consommateurs beaucoup plus prudents. Et quand enfin ils achètent, ils veillent à ne pas s'engager au-dessus de leurs moyens. Je m'aperçois que je suis nettement moins impulsive depuis que tout le monde parle de crise. Pourtant, je ne suis pas touchée du tout par la crise, mais je réfléchis davantage. On essaye de faire le moyen du bord. Si on peut lâcher en 2 fois 100 francs, on le fait. Et si on ne peut pas, on attendra. Tenter les gens pour consommer. Il y a des gens qui n'ont pas de moyens et qui des fois se font enrôler et se retrouvent avec des crédits et se retrouvent après surendettés. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pour le 10e mois consécutif, les crédits à la consommation ont vu leur montant baisser, moins 18% en juillet. Les prêts personnels qui sont accordés sur mesure en fonction d'un achat sont en recul de 29%. Le crédit automobile recule aussi, mais de 12% seulement. Prudence des consommateurs, mais prudence aussi des banquiers prêteurs. Compte tenu de la crise de risque qui est assez sévère, dans toutes les banques et dans tous les établissements spécialisés, il y a une crise de risque sans précédent. On va continuer à avoir des banques qui vont être très prudents dans le choix de leurs clients à qui ils vont faire les crédits. Au printemps, le ministère de l'économie était parti en guerre contre le crédit renouvelable, dont les publicités parfois trompeuses encouragent le surendettement. Un crédit qui reste cependant souvent une roue de secours pour les ménages en difficulté. Et sachez qu'en revanche, les ventes d'automobiles ont encore augmenté de 7% au mois d'août. La prime à la casse pourrait d'ailleurs être maintenue jusqu'en 2011. C'est ce qu'a déclaré la ministre de l'économie, Christine Lagarde, à nos confrères de Reuters. Son montant à cette prime diminuerait progressivement jusqu'à cette échéance. Toujours à propos d'économie, les faillites de compagnies aériennes sont toujours aussi subites et inattendues. Sky Europe, spécialiste des billets à bas coût, est en liquidation et des milliers de passagers, vous le voyez, se sont trouvés pris au piège dans les aéroports un peu partout aujourd'hui en Europe. La justice s'apprête à vivre une révolution. Le rapport du comité Léger qui doit inspirer la grande réforme a été remis aujourd'hui à Nicolas Sarkozy. Principale mesure, on l'a déjà évoqué ici même, la suppression du juge d'instruction. Alors pour bien comprendre, voyons en quoi consiste précisément le rôle du juge et comment seraient conduites les enquêtes dans le nouveau système. Reportage à Angers, Sophie Rodier, Marina Dété. 80 dossiers représentant chacun plusieurs mois d'enquête. Isabelle Perrin est l'une des 3 juges d'instruction du tribunal d'Angers. Ce dossier-là, qui concerne des escroqueries multiples, qui fait effectivement 7 tomes. Ce dossier-là qui est criminel et qui fait 5 tomes. Pour mener ces enquêtes, cette juge d'instruction confronte les parties, entend les témoins, ordonne des perquisitions ou des expertises. Elle est censée être impartiale. Elle est indépendante du pouvoir politique. Nous menons notre enquête, nous la dirigeons, nous la contrôlons de manière totalement indépendante. Ce qui signifie qu'on a toute liberté pour procéder à des actes à charge et à décharge et de renvoyer après ou pas la personne devant un tribunal ou une juridiction. Ce jour-là, Isabelle Perrin entend un auteur présumé d'agression sexuelle. Il est accompagné de son avocat. Pas d'image, c'est le secret de l'instruction. Le travail des juges d'instruction ne représente que 4% des affaires pénales, des affaires le plus souvent sensibles, complexes. Toutes les autres sont traitées directement par le procureur de la République ou ses substituts. Mais les faits initiaux qui lui étaient reprochés, c'était des violences ou c'était également des... C'était quoi? Non, c'est violence. Mais demain, si le juge d'instruction est supprimé, la totalité des affaires sera traitée par les procureurs de la République, hiérarchiquement dépendants du ministre de la Justice. Pour Brigitte Angibaud, le procureur est avant tout un magistrat. Nous avons exactement la même formation, nous faisons appel exactement
aux mêmes experts. Nous travaillons exactement avec les mêmes gendarmes et les mêmes policiers. Donc il n'y a pas de raison que l'on ne soit pas en capacité d'apporter la même prestation que les juges d'instruction actuellement. A l'inverse, pour certains juges d'instruction, cette réforme est une menace pour l'indépendance de la justice. Ils craignent notamment que certaines affaires ne voient jamais le jour. Dire qu'on est indépendant d'esprit, ça ne suffit pas. Si c'est inscrit dans notre Constitution, ça n'est pas pour rien. Le rapport Léger préconise qu'un juge de l'enquête et des libertés soit un arbitre entre le procureur et les avocats. Et on en vient à l'événement télé de la soirée, un nouveau rendez-vous en terre inconnue avec Frédéric Lopez. C'est l'une de vos émissions préférées, vous nous le faites savoir. Celle-ci sera un peu particulière puisque c'est un non-voyant, Gilbert Montagné, qui a fait le voyage dans les montagnes de l'Himalaya, vous en saurez plus. Et pour l'occasion, le programme sera proposé en audio description. Alors avant de les retrouver tous les deux sur le plateau de l'émission, voici un avant-goût de ce qui vous attend. Frédéric Montaigne, Mathias Barrois. Il croyait atterrir sous le soleil des tropiques. Finalement, Gilbert Montagné s'est retrouvé en plein Himalaya, accueilli par une famille d'agriculteurs qui ignorait tout de lui. Bonjour. Bonjour Dolma. Je vois avec mes mains, avec mon esprit et avec mon cœur. Premier moment d'émotion, les Tibétains réalisent que Gilbert Montagné est aveugle. Dans ce numéro de Rendez-vous en terre inconnue, la découverte du royaume de Zanskar se fait par le toucher, l'odorat et l'ouïe. Nous, on n'est rien du tout. La sensation d'avoir été dans l'Himalaya, c'est une étendue énorme. Et moi, j'ai pas un manque là-dessus, parce que l'étendue, ça se ressent. Ça se ressent par le spectre sonore qui est tout ouvert. Pour la première fois, France Télévisions a mis au point un système réservé aux non-voyants, l'audio-description. Une comédienne décrit l'image. Le brouillard s'est totalement dissipé. L'hélicoptère décolle dans un beau ciel bleu. Il se dirige vers les montagnes enneigées. La technique a été créée dans les années 50 aux États-Unis. Elle se développe depuis peu en France. La laisser fondre en larmes. Il faut savoir être présent sans être trop présent. Il faut savoir être discret et transmettre l'émotion. Pour accéder à ce système, il faut être relié à la TNT. Et même si cela paraît incongru, il faut sélectionner l'allemand en bande-son. Rassurez-vous, le commentaire sera bien en français. Les 60 000 aveugles et les 2 millions de malvoyants profiteront bien de l'aventure. Allez, un mot avec Gilbert Montagné et Frédéric Lopez en direct. Bonsoir Gilbert Montagné. En voyant l'émission, on est étonné, stupéfait même par la manière dont vous arrivez à ressentir les choses. Alors vous parlez de l'ouïe. Est-ce qu'il y a une autre manière pour vous de ressentir les choses puisque vous ne disposez pas de la vue comme nous tous? D'abord, David, moi je pars pas du principe que je ne dispose pas de la vue. Alors ça m'aide et je suis tout simplement spontané, authentique. Je suis moi-même et c'est ce que j'ai adoré dans cette émission, c'est que ça m'a permis vraiment d'être complètement moi-même. Oui. Je ne sais pas que je ne le suis pas normalement, mais là, j'étais vraiment moi-même. Oui, et devant des millions de téléspectateurs qui vont vous voir tout à l'heure, s'il y avait une chose que vous retenez de ce voyage, quelle serait-elle? La force de cette famille que j'ai rencontrée, la force spirituelle, et ça me fait tellement plaisir de partager ça avec vous, qui nous regardez chez vous. Je vous imagine, vous êtes dans votre cuisine, dans votre salle à manger, dans votre chambre, et je suis très très heureux que vous soyez avec Frédéric et moi-même ce soir. Frédéric, alors justement, vous êtes l'inventeur, le concepteur et l'animateur de cette émission. En quoi ce voyage-là, avec un non-voyant, c'est tout de même particulier, a été singulier pour vous? Je crois que c'est pour nous tous ce qu'on appelle une leçon de lâcher prise, puisque voilà, on peut dire que Gilbert m'a fait ultra confiance. Ça a mis beaucoup de pression à toute l'équipe et à moi-même. On avait envie d'être à la hauteur de cette confiance. Et puis beaucoup de gens m'ont posé des questions en disant est-ce que c'était particulier, est-ce que vous avez dû vous adapter? Pas du tout. On a dû s'adapter à lui, puisque Gilbert, je vous explique ce que ça donne à 5 h du matin, c'est le premier lever, et à moins 17, ça donne pour toute l'équipe all right. Voilà. Et là, il faut suivre. Donc voilà, c'était lui la locomotive. Et puis, vous allez beaucoup penser pendant ce programme à cette phrase de Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et vous allez comprendre ce que ça veut dire de manière très concrète parce qu'il incarne ça ce soir, vraiment. Merci beaucoup Frédéric. Merci Gilbert. Et rendez-vous donc en terre inconnue et magnifique. C'est dans à peine 5 minutes. Et je précise que juste après l'émission, il y aura une séance de
de réponse aux questions de tous les spectateurs, de téléspectateurs. Ce sera en direct. D'abord une image de tennis avec les internationaux des États-Unis à New York. Joe Wilfried Tsonga s'est facilement qualifié pour le deuxième tour face à l'Américain Buchanan en 3-7. Chez les dames, en revanche, ces dernières heures, c'est la Bérésina du côté des Françaises. Razzano, Bremont et Mladenovic ont été éliminés cet après-midi. C'était ce matin aux États-Unis. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. La condamnation à 3 mois à 5 mois de prison avec sursis de 6 ouvriers de l'usine Continentale. Ils avaient partiellement saccagé une sous-préfecture. Ils dénoncent ce soir un matraquage de l'État. La gauche critique également le jugement. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Laurent Romeshko, ça ne s'arrange pas vraiment. À demain et tout de suite donc en terre inconnue. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.